C'est bon. Ok. Du coup, on peut commencer. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. D'abord, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle session de 2025 qui tournera autour de l'agentic AI. Et pour ce faire, nous avons un joli sujet pour vous qui sera bien fait, bien évidemment lancé à midi. Comme ça, vous pouvez avoir votre petit café ou votre petit sandwich et on va parler de l'agentic AI ensemble chez UiPath. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est un petit peu un sujet de découverte de ce que propose UiPath. Et bien évidemment, on va voir les définitions et tout ce qui tournera autour. Et aussi, comment est-ce qu'on peut construire un agent avec les outils à notre disposition. D'abord, je voudrais bien commencer par remercier la communauté française qui nous a permis de créer ces événements et bien évidemment tous ceux qu'on ne voirait pas en fait dans cette présentation, qui sont dans les coulisses, qui nous ont aidés et qui sont toujours là pour nous aider, qui sont d'ailleurs dans le chat actuellement afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Pour aujourd'hui, on va commencer d'abord avec les présentatrices qui seront Emira et Clarisse, que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Donc on commencera peut-être avec Emira. Merci Abdel, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette petite pause agentique. Je suis Emira Gasmi, je travaille chez Devoteam depuis 2022 en tant que lead consultante en hyper-automatisation. J'ai aussi une double casquette carrière manager, donc je gère également une équipe de consultants qui font aussi de l'hyper-automatisation. J'ai commencé la RPA en 2019, fin 2018, début 2019, et avant ça, j'avais fait du développement .NET pendant 2 ans. Merci Emira. Clarisse. Oui. Merci à tous les deux et bienvenue à tous. Donc Clarisse Badiou, donc je fais partie de la société Hardis Group depuis 2016 et j'interviens autour des sujets d'automatisation avec UiPath depuis 2019 également. Et j'interviens sur un peu toutes les étapes de la démarche d'idéation, mise en œuvre, formation, maintenance pour différents clients. Et je suis également MVP UiPath pour la deuxième année consécutive. Oui, merci Clarisse. Voilà Alors, pour ma part. merci Clarisse. Aussi dans cette présentation, qui ne sont pas là malheureusement aujourd'hui, ça va être Reda et Iyad, qui nous ont aidés à la fois pour le support ainsi que pour la création de la démo que nous verrons plus tard avec Clarisse. Donc on tient vraiment à les remercier et peut-être sur une autre vidéo, on les verra avec nous afin de pouvoir peut-être plonger un petit peu plus dans le sujet, peut-être avec des nouvelles versions de Legend Builder ou encore mieux, voir des projets concrets qui sont mis en place, que ce soit chez les clients ou des projets personnels. Oui, j'ai oublié de me présenter d'ailleurs. Donc, bonjour, moi c'est Abdelaziz Zaiter. Je suis Senior Automation Engineer chez Robrio et aujourd'hui je vais vous animer en fait cette présentation qui sera l'idée avec Emira et Clarisse autour de ce sujet agentique. Alors, sans trop s'attarder, on va commencer directement avec notre agenda. L'agenda qui est un petit peu chargé, même si ça ne l'a pas l'air. Alors, on va devoir commencer par nous introduire que nous avons déjà fait. Après, on passera directement à la définition de ce qu'est l'agentic AI et qu'est-ce qui le différencie par rapport à l'IA générative, et ainsi qu'une définition et un quick overview de ce qu'est l'agent AI, qu'est-ce qui le compose et comment est-ce qu'il fonctionne. Et finalement, bien évidemment, on va finir en beauté avec une jolie présentation et une live démo sur l'agent builder avec Clarisse. Donc, allez, sans trop s'attarder, on plonge direct dans le sujet et on va regarder ça avec Emira qui va nous commencer par nous définir, nous expliquer qu'est-ce que l'agentic AI et bien évidemment, c'est quoi la différence entre l'IA générative et l'agent AI. S'il te plaît, Emira, explique-moi. Merci Abdel. Effectivement, l'agenda, il est assez chargé, même si ça ne se voit pas dans le sommaire. Alors, on va commencer par c'est quoi cette IA agentique? C'est devenu un peu un buzzword, tout le monde en parle. On va essayer de démystifier tout ça. Alors, c'est une technologie, l'IA agentique, c'est une technologie qui va nous permettre de créer des agents le plus autonome possible, avec le moins de supervision et d'intervention humaine possible. Ces agents, ils vont être capables de comprendre notre langage naturel, d'analyser des données, d'atteindre des objectifs pour répondre à des requêtes
qui sont émises par l'utilisateur. Si on pense par exemple à la RPA ou au robot RPA, on va avoir un script qui est développé par le développeur. Donc là, le robot, il va être un peu ancré dans ce script. Il va pas être très autonome. L'intervention humaine sur la RPA, elle va être très présente pour développer, paramétrer, maintenir, etc. La différence avec un agent, c'est qu'il va avoir cette particularité d'autonomie dans l'exécution des tâches. Euh, Si on compare un peu l'IA agentique à l'IA générative, il faut savoir que toutes les deux, déjà, commencent par une entrée humaine, c'est-à-dire une requête euh, qui va être émise dans un langage par l'utilisateur, un langage naturel. Donc les deux ont cette capacité à comprendre le langage humain naturel, un peu comme le NLP, donc le Natural Language Processing. La différence, c'est que l'IA gen ou l'IA générative va permettre de créer du contenu, quel que soit le contenu. Ça peut être du texte, ça peut être du code. Je trouve ça très cool qu'on puisse aujourd'hui générer du code. Ça peut être des images, des vidéos, de la musique, tout en se basant sur cette requête initiale qui a été émise par l'utilisateur dans le langage naturel. Pensez un peu à autopilote, par exemple, de UiPath, où on peut, dans UiPath Studio aujourd'hui, lui demander de nous générer une ligne de code ou une expression link. Exemple, je voudrais trier liste de fournisseurs et en une seconde, vous avez une ligne link générée par autopilote. Là, c'est l'IA génératif. Pour l'IA agentique, pareil, on va partir d'une requête humaine. La différence, c'est qu'on va être orienté plus vers l'action. Donc, l'IA agentique où l'agent va nous permettre euh, d'exécuter quelque chose, d'agir sur quelque chose et pas uniquement de générer du contenu. Euh, donc, on va répondre à une requête client. Par exemple, est-ce que tu peux me classer ces documents avec des catégories, contrats, factures, etc. Et là, il y a une action de la part de l'agent qui va suivre euh, pour répondre à cette requête. Voilà pour la différence un peu entre l'IA Gen et l'IA agentique. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous avez des questions jusque-là dans le chat. On y reviendra par la suite. Oui. Alors, juste pour résumer, je sais que pas mal de gens nous ont rejoints, donc bienvenue à vous. N'hésitez pas aussi à nous laisser vos contacts aussi pour qu'on puisse vous rejoindre sur vos réseaux sociaux et vous au nôtre. Pour to summarize, enfin comment on dit summarize en français? Pour résumer, merci. Résumé? Résumé. C'est moi maintenant qui bascule sur l'anglais. Excusez-moi. Donc, pour résumer en fait un petit peu ce que dit Amira, ce qu'on comprend ou plutôt qu'on en déduit, c'est que l'un crée du contenu et l'autre va permettre de prendre une décision. Est-ce que c'est correct? Exactement, Abdel, c'est bien ça. Donc là, je crois que maintenant, on a tous compris cette différenciation. On va peut-être maintenant passer à la slide suivante qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'est l'agent contrairement à ce qu'est la RPA ou la RPA classique que nous connaissons à travers UiPath. Merci Abdel. Alors, si on dresse un peu les différences entre les robots RPA comme on avait dit, et les agents de l'IA agentique. Il faut savoir que les robots, eux, vont se baser sur un script avec des règles qui ont été prédéfinies et développées par le développeur dans son script, dans son code. Et donc, il faut voir le robot comme étant euh, un exécutant qui est très prévisible. On sait très bien ce que le robot va faire et même s'il prend des décisions, ces décisions ont été prédéfinies préalablement par le développeur dans le code. Donc, si je développe un workflow, par exemple, qui va se connecter à Salesforce,
je suis sûre qu'il va se connecter à Salesforce et pas à SAP, par exemple. Alors que l'agent, lui, il est plus orienté objectif. On va lui donner une requête, c'est l'objectif de l'agent, et lui, il va agir de manière indépendante. Alors, bien sûr, il y a de la configuration, il y a du paramétrage qui est fait aussi par l'humain sur l'agent, et le robot, il va avoir toute une panoplie d'outils parmi lesquels choisir, mais l'agent, il est beaucoup plus autonome que le robot et il est capable aujourd'hui, grâce à l'IA agentique, de prendre des décisions qui sont plus dynamiques et beaucoup moins statiques que les robots. On va passer maintenant un peu à des exemples et des use cases sur ce que peut accomplir un agent. Alors, vous l'avez compris, hein, cette partie de compréhension, de communication de l'agent, cette capacité à nous comprendre dans notre langage naturel quand on exprime une requête ou une demande à l'agent, ça, c'est une grande particularité de l'IA agentique, c'est que vous allez écrire tout simplement dans un langage naturel, vous n'allez pas écrire de code. Vous n'allez pas écrire de script quand vous faites une requête à l'agent. Vous allez écrire est-ce que tu peux m'aider à planifier un voyage au Japon, par exemple. Voilà. Donc, ça va être vraiment cette compréhension entre l'agent et l'utilisateur humain. En termes d'initiation, ici sur le deuxième bloc, là, on va parler plutôt de déclenchement et pour être honnête, je pense que c'est très similaire à ce qu'on peut accomplir avec la RPA. Donc, avec la RPA aujourd'hui, on peut déclencher des robots avec, avec l'utilisateur qui peut le faire lui-même, mais aussi avec des événements du système. Par exemple, j'ai un mail qui vient d'arriver avec tel ou tel objet ou avec tel ou tel terme dans le corps du mail. Ça va être la même chose avec les agents qui peuvent être déclenchés de ces mêmes façons. J'aimerais aussi savoir ce que vous en pensez, si vous avez des exemples à nous donner, si vous avez déjà commencé à tester un tout petit peu Agent Builder et à trouver quelques exemples sur lesquels votre agent peut vous aider. N'hésitez pas à me le mettre dans le chat si vous avez des exemples ou des use cases, même théoriques, je suis preneuse. Est-ce que quelqu'un voudrait bien se démuter et pas démuter, enfin, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser ou pas, mais voilà, activer, voilà, merci. Activer son micro et nous donner des propositions. Sinon, moi, je pourrais bien vous en proposer un entre-temps. Peut-être un. Alors, si on regarde bien évidemment ce qui existe déjà, soit sur le forum ou soit sur ce que le forum de UiPath ou les autres forums, on parle par exemple de gestionnaire de réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui peut être bien évidemment utilisé avec l'agent et ou avec d'autres moyens. Et aussi, on a le fait qu'on puisse aussi joindre un agent à un process déjà existant. Donc, prenons par exemple le cas où vous devez passer par l'intermédiaire d'une personne validatrice qui doit prendre une décision en se basant par rapport à des règles bien précises, bien évidemment, mais qui est soit votre responsable supérieur, quelque chose dans ce style-là. Là, on peut bien évidemment faire appel à un agent qui, lui, sera déclenché, bien évidemment, soit par le robot, soit par un événement tierce, et qui prendra cette action-là. Bien évidemment, une fois qu'il a pris cette action, est-ce que ça va engendrer ou faire appel à un autre processus déjà existant qui a été automatisé ou pas? Là, l'agent, c'est bien évidemment, il est bien dans ses bottes, il va pouvoir prendre cette décision et enchaîner la suite logique, pardon, de ce process. Un petit peu comme ce qu'on voit ici dans les différentes captures. Alors, nous avons une question de Hamza. Le but des agents est de remplacer les robots à certains moments. Je crois que c'est une question qui s'est posée dans le passé. Et tout comme la RPA au début qu'on avait commencé, il n'y en a pas un pour remplacer l'autre. Donc, on n'est pas là pour remplacer des humains ni pour remplacer un process. Un process, bien évidemment, il a ses caractéristiques
notamment répondre à des règles de gestion bien précises. C'est pour ça qu'on va passer par un automate. Et après, pour un agent, on parle plutôt d'une prise de décision et une succession d'un enchaînement et où, dans certains cas, bien évidemment, on parle du prompt engineering ou dans la globalité, on s'imaginerait développer à partir d'une idée qu'on aurait reçue et de bien la formuler afin de pouvoir générer, bien évidemment, par la suite, un processus qui sera basé soit sur, là, je ne vais pas me centraliser que sur UiPath, par exemple, c'est de créer une réponse à votre besoin en fonction de la technologie que vous cherchez à utiliser. Avec UiPath, bien évidemment, si on regarde sur euh, merci, j'ai des blancs, excusez-moi. On passe par le même biais de prompt engineering, on lui demande quelque chose et lui, il va aller chercher dans notre object repository et ou dans nos processus précédents où il va retrouver la même logique et essayer de mimiquer quelque chose qui y ressemble. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt d'un complément et ou d'une nouvelle fonctionnalité qu'on va intégrer à notre processus afin de pouvoir améliorer à la fois nos performances et aussi réduire le nombre d'erreurs. J'espère que ça va répondre à ta question. Et je vois aussi que Olivier a répondu à cette question avec le lien direct vers Agent Builder. Merci Olivier. Et après, si tu as une autre question, n'hésite pas. Peut-être, je crois que iRobot nous a aussi répondu, bien qu'il y a la notion de task sur l'agent Builder, mais il ne peut pas faire des clics ou des insertions sur un site web. Il est plus orienté à prendre une décision. Est-ce que ça répond à ta question, Hamza? Je prends ton silence pour un oui. OK. Alors, je passe à la deuxième question. Est-ce qu'on peut tester Agent Builder en communauté? Alors, la question du siècle. On attend bien évidemment que ce soit en public release, mais entre-temps, bien évidemment, Clarisse elle va nous montrer comment est-ce qu'on peut construire notre premier agent dans quelques minutes dans sa partie démo. Mais par contre, pour répondre plus rapidement à ta question, il y a un insider programme sur lequel on peut s'inscrire et on pourrait avoir la version preview, public preview, de ce que UiPath présente, donc notamment Legend Builder. Alors, de mémoire, je ne sais pas s'il est déjà disponible ou pas. Je ne sais pas, Emile ou Clarisse, si vous avez la réponse. Il me semble qu'il est passé en public preview, mais après, c'est surtout semaine prochaine où il y a les grandes annonces vraiment officielles pour lancer le sujet, avec notamment, là, c'est ce qu'ils ont fait cette semaine ou semaine dernière, je ne sais pas exactement quand, toute l'interface a été revue. Ils sont sur les derniers ajustements de ces fonctionnalités-là pour faire les grandes annonces autour de tout ce qui est agentique avec la solution UiPath avec notamment Daniel Dines le 30 de mémoire. Exact. Oui, mais juste pour avoir accès, il faut bien s'inscrire à la liste Ouais. d'attente. C'est le lien que Olivier a mis dans le chat et après vous allez recevoir un email avec les accès. Il faut bien remplir le formulaire de la liste d'attente. Ouais. Ouais. Après, ça va être la grande nouveauté pour la fin avril. Donc, voilà, il y a Olivier qui nous a donné les dates précises. Ouais. Merci Olivier, Olivier. si tu veux te mettre nous parler directement, je crois que ce serait plus rapide. Je sais pas. Non. OK. Non, merci. OK, donc on va passer peut-être pour la suite de notre présentation. Merci Abdel, merci à tous pour vos questions. Donc vous l'avez compris, sur les exemples, on est vraiment en illimité, on peut accomplir beaucoup de choses avec les agents. Comme l'a expliqué Abdel avec ses exemples, il y a la prise de décision, il y a le fait que l'agent, il comprend ce qu'il faut comme tâche pour qu'il puisse accomplir son objectif. L'adaptation également, ou l'adaptabilité des agents au contexte de l'entreprise, des applications et des systèmes. Là, on parle de context grounding. Le context grounding, c'est le fait
de lier un agent au contexte, ou plus de l'enraciner, si on fait de la traduction, dans son contexte. Euh, Si je donne comme exemple, si je demande à mon agent de me rédiger une note de frais, par exemple, et qu'il faut qu'il se base sur le contexte de l'entreprise, si j'ai le même agent dans l'entreprise A, euh, et dans l'entreprise B, je ne vais pas avoir la même note de frais vu que le contexte de l'entreprise, il change. Et donc, cette capacité à s'adapter au contexte, c'est également une très grande particularité des agents aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de automation healing aujourd'hui, c'est que les agents, ils ont cette capacité aussi à détecter quand un workflow RPA, il est cassé ou qu'il y a une erreur, et il va essayer, grâce à Automation Healing, de le résoudre. La partie learning, là, on va parler d'apprentissage et de la mémoire surtout de l'agent. Il faut savoir que l'agent, il va garder en tête tes préférences, il va garder en tête l'historique de toutes les requêtes précédentes qui ont été faites. Il va garder en tête tous les documents qu'il a lus qui sont relatifs à l'entreprise ou au contexte dans lequel il se trouve pour s'améliorer et toujours optimiser sa réponse. Et pour finir, cette coordination entre les robots, les agents et les utilisateurs, c'est un gros point positif. Et pour revenir à la question de Hamza, aujourd'hui, l'agent n'est pas amené ou n'a pas vocation à remplacer un robot. Au contraire, donc cette complémentarité entre les agents et les robots et l'humain, c'est exactement ce que UiPath recherchait. Donc voilà pour les exemples et les capacités, on va dire, des agents. On passe maintenant aux composants d'un agent IA. De quoi est composé cet agent? Qu'est-ce qui lui permettent d'avoir toutes ces particularités? Alors, il faut savoir qu'au cœur de l'agent, il y a le LLM. C'est un peu le cerveau, c'est un peu la partie intelligente de l'agent. C'est le LLM qui va permettre cette compréhension du langage naturel, la prise de décision, le traitement des données, la sémantique, etc. C'est vraiment la partie intelligente et on l'appelle la partie cerveau. Après, on va avoir le prompt pour avoir l'entrée ou la requête en natural language de l'utilisateur grâce au prompt. Et l'agent va aussi avoir toute une panoplie d'outils à sa disposition qui vont lui permettre d'accomplir ses tâches. Ça peut être du SAP, du Salesforce, l'accès à la GED, les documents de l'entreprise, les contrats, etc. Tout ça, c'est les outils de l'agent. Et pour optimiser ses réponses, pour optimiser son efficacité, il va avoir cette mémoire dont on a parlé qui va lui permettre de garder les préférences, l'historique, le contexte, vos requêtes précédentes et tout ce qui va lui permettre de répondre de manière optimale à vos requêtes. Voilà pour les composants des agents IA. Je pense que c'est le moment de faire une petite démo. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Abdel? C'est toujours le bon moment pour une démonstration. Allez, Clarisse, la scène est pour toi. Yes. Juste, je prends juste le partage. Est-ce que vous voyez le partage? Yes. Parfait. Donc du coup, ce que je vous propose effectivement après cette partie théorique déroulée par Emira, merci d'ailleurs pour cette présentation. Emira, c'était très clair. Donc là, ce que vous voyez sur l'écran, donc je suis connectée sur une plateforme cloud du UiPath, donc en l'occurrence c'est un staging auquel on a accès en tant que MVP, sur lequel j'ai accès aux différents composants de la plateforme.
Et donc, ce que vous allez voir, c'est donc sur la partie de gauche, j'ai donc la liste de mes différents composants de la plateforme UiPath. Et en deuxième, vous avez un nouveau menu qui s'est rajouté depuis un certain temps déjà, qui est la partie agent. Et donc, ça me renvoie vers une interface dédiée sur cette partie agent. Et donc, pour construire un agent, c'est assez simple. Il y a une partie build agent, sachant qu'on a plusieurs possibilités quand on construit un agent. C'est que on a une partie où on peut construire un agent de zéro. Et on a aussi la possibilité d'utiliser des templates d'agents qui existeraient déjà et que propose UiPath. Donc là, alors, l'interface a complètement changé là depuis quelques jours, notamment par rapport à ce que je disais dans le cadre du lancement de la semaine prochaine. Et donc, je vais faire un mix de l'ancienne présentation et de la nouvelle. En tout cas, quand on prend son agent, donc le partie principale, c'est qu'on va lui donner une description qui va être assez simple de notre agent. Et après, ce qui est important à noter, c'est que on va retrouver les différents blocs, les différents composants de l'agent que Mira vous a présenté dans sa dernière slide, avec à la fois la partie LLM, donc la partie prompt, la partie outils, la partie contexte et la partie euh, escalade. Donc c'est vraiment ça la structure de base dans l'agent builder. Ça rejoint le concept d'agent avec donc ces différents blocs qu'on va pouvoir configurer comme on veut. Donc là, si j'en prends un assez simple que j'ai déjà utilisé, donc là c'est ce que je disais, là je suis sur l'ancienne interface, alors que là je suis sur la nouvelle, mais on retrouve les mêmes blocs là-dessus. Donc le nom et la description, on va pouvoir les compléter, les modifier au fur et à mesure de ce qu'on veut faire. Ensuite, on va retrouver dans la partie prompt, on va retrouver une partie de système prompt où on va pouvoir décrire le fonctionnement que l'agent devra suivre. Et c'est vraiment cette partie-là qui fait le cœur de l'agent. Et plus on est précis sur cette partie prompt, comme n'importe quel outil d'IA, c'est la base, le prompt. Donc, pas hésiter à vraiment bien détailler euh, toute cette partie de prompt. Et après, on a la partie utilisateur où on va pouvoir utiliser et compléter ce qu'il y a dans le système prompt. Ce qui est important, ce qu'on voit ici, et c'est une partie argument, c'est-à-dire que dans mon agent, je vais pouvoir lui donner des informations en entrée pour que lui, il les utilise dans le traitement. Donc là, en l'occurrence, c'est un mini agent que j'avais fait pour traduire des textes et donc je retrouve bien deux valeurs en entrée. Donc là, j'ai deux onglets. J'ai un onglet de données d'entrée et un onglet d'output, comme on pourrait le faire sur un process normal, entre guillemets, où là, on peut définir le type de données qu'on veut pour chaque donnée. Et donc, du coup, c'est ici qu'on va retrouver les différents arguments et données d'entrée qu'on va pouvoir utiliser dans notre agent. Ensuite, si je continue à déplier mes petits blocs de l'agent, je vais retrouver un deuxième bloc d'outils donc, qu'on va pouvoir venir configurer dans le process. Donc, ce qui est important à noter, en fait, sur cette partie-là, c'est qu'on a plusieurs possibilités d'outils. La première, j'utilise assez souvent, c'est ce que j'ai là dans mon cas, c'est que c'est une partie de recherche web
Et donc là, dans la partie activité, je tape Web Search et du coup, je peux directement utiliser cette partie-là, sachant que là, ce qu'on voit dans ce que j'ai mis, on a toute une partie de un compte qui me propose puisque je l'ai configuré avec Integration Service. D'où le fait qu'il me le propose bien. Si je reviens sur cette partie-là d'outils, on voit qu'il y a d'autres onglets. C'est une partie qui est plutôt intéressante dans le fonctionnement de l'agent. C'est que on peut, à l'intérieur de l'agent, on peut venir lui faire lancer des exécutions de process qui auraient déjà été déployés sur la plateforme. Et en fonction de telle ou telle donnée ou tel cas métier, on va pouvoir lancer telle ou telle automatisation dans le traitement. Et la dernière partie aussi qui est intéressante, c'est que à l'intérieur d'un agent, on peut appeler d'autres agents. On peut tout à fait cumuler, dire bah voilà, si j'ai telle action, alors je sollicite un autre agent et comme ça, les agents peuvent aussi dialoguer entre eux si besoin. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes sur cette partie tool. C'est ce qu'on peut voir ici, c'est que là, en l'occurrence, j'en ai un qui fait de la partie recherche web, mais je pourrais en ajouter plusieurs. Par contre, attention à pas en avoir 150. Le mieux, c'est quand même dans les bonnes pratiques, c'est d'en avoir un nombre restreint pour être sûr du comportement qu'il y a derrière. Après, sur la partie contexte, c'est intéressant aussi parce que notamment sur cette partie IA où on peut avoir besoin de documents particuliers, notamment moi j'interviens beaucoup dans toute la partie assurance ou par exemple pour savoir si on va être remboursé sur une prestation d'optique sur une monture de lunettes. Bah, ça dépend du contrat, ça dépend d'un certain nombre de garanties. Et donc, dans ce cas-là, ça peut être des documents qu'on va venir stocker, par exemple, sur l'orchestrateur dans la partie storage bucket, si ça parle à certains, pour ensuite pouvoir les utiliser dans le process. En tout cas, dans l'agent, pardon. Et donc là, pareil, même chose, on peut tout à fait cumuler des, plusieurs contextes. C'est pas forcément un seul. Et la dernière partie qui est aussi intéressante dans ce que propose UiPath avec cette notion d'agence, c'est que j'ai sur la partie contexte, tool, on peut utiliser d'autres choses de la plateforme UiPath. Sur la partie escalade, c'est absolument similaire, puisque là, en l'occurrence, dans l'escalade, on va pouvoir renvoyer des choses vers l'être humain via Action Center, en l'occurrence. Et donc, pareil, là, c'est en fonction de certains cas où il va alerter l'être humain qui a besoin d'une intervention humaine et qu'il n'est pas capable d'interagir tout seul. Et là, pareil, on a toujours possibilité de cumuler plusieurs escalades au sein d'un même agent. L'autre point aussi que j'ai pas évoqué ici, c'est que il est possible de choisir le modèle qu'on veut utiliser derrière dans le, dans la partie prompt agent, LLM. On a vraiment plusieurs possibilités à disposition. Donc voilà un peu pour l'interface qui est plutôt simple d'accès. On retrouve bien les différents blocs qui composent l'agent. On a possibilité, donc ce que je montrais, de mettre des données en entrée. Et après, en l'occurrence, là, donc là, je suis sur ma partie de construction d'agent. Ce que je disais sur la version ancienne, c'était vraiment une interface dédiée. Là, dans les nouveautés de ce mois d'avril, UiPath intègre la partie construction d'agent dans le studio web. Et donc, à partir du studio web, on retrouve la partie agent.
Et quand je veux tester un agent, ben là, par exemple, en l'occurrence sur ce mini process, là, je peux venir mettre un texte d'entrée, une langue, et après ici, j'ai la partie run et stop. Si je montre donc sur un autre cas d'usage, donc ce que je disais, là, je vais retrouver via le tableau de bord, je vais pouvoir retrouver tous mes agents que j'ai construits. Donc là, en l'occurrence, je suis sur des agents construits depuis le début d'année. Et là, il me propose de les migrer avec le nouveau studio. Mais en tout cas, on retrouve tout l'historique. Et donc là, en l'occurrence, donc sur cet agent-là, donc c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, où il y a un peu plus d'action. Là, en l'occurrence, sur ce cas d'usage-là, l'idée, c'est de demander à l'être humain deux valeurs. Une valeur de technologie, une valeur de pays pour aller chercher un peu des recommandations de blogueurs, influenceurs sur le web à partir de différentes données. Et donc là, j'ai tout qui est configuré. Donc la partie prompt, système, prompt utilisateur, la partie web pour aller chercher sur le web. Et donc là, si je fais run, donc il va se lancer. Et dans cette partie-là, je vais avoir donc toute la partie détail de mon exécution. Donc là, si je déplie, et donc ce qu'on voit ici, c'est que j'ai toute la partie de résultats, de ce que lui a détecté en utilisant une recherche web. Donc en fait, c'est un peu comme ce qu'on pourrait voir dans un process. Je ne l'ai pas vu aller ouvrir un navigateur, faire les actions. C'est complètement en masqué, notamment via Integration Service. Et donc là, il y a d'autres onglets dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on va retrouver un onglet de traces. Et donc là, je vais retrouver l'historique de mes exécutions sur mon agent. Et donc là, si je fais View Trace, je vais pouvoir voir le détail avec notamment les durées et tout le contenu de ma recherche. Voilà. Et ce qui est important donc là, imaginons, j'ai fini mon agent, je veux le publier. Donc là, ici, j'ai la partie publication qui me permet de choisir, un peu comme si je voulais publier un process en fait. À partir du studio, je peux choisir si je veux le publier sur mon espace personnel ou, euh, ou sur l'orchestrateur, sur le tenant normal. Là, et après, sur l'orchestrateur, je vais retrouver dans la partie automation, je vais retrouver mon agent que j'ai déployé avec, comme sur un process classique. Là, ce qui est important, ce qu'on voit ici, c'était pas le cas jusqu'à présent, c'est que maintenant, il y a un nouveau type qui a été ajouté, qui est le type agent. Et du coup, même logique que pour un process, je peux voir l'historique des packages. Donc là, hop, là, les différentes versions que j'ai pu déployer. Et après, ce qui est important sur cette partie agent, il y a plusieurs possibilités après pour les utiliser derrière. C'est-à-dire que soit je peux lancer un agent tout seul, soit sinon, et c'est la dernière partie de la démo que je vais vous montrer, c'est que j'ai possibilité d'intégrer cet agent-là au sein d'un process. Et donc pour faire ça, UiPath propose je trouve pas le mot, un nouvel ensemble d'activités pour pouvoir appeler un agent. Et en l'occurrence, il y a une activité qui s'appelle Run Agent et qu'on va pouvoir donc utiliser dans le process. Et en l'occurrence, ça ne veut pas se charger. Ah si. Voilà, donc là, j'ai fait un mini projet. Et donc euh, là, ce qu'on voit ici, donc à partir du studio web, j'ai bien une nouvelle activité, en l'occurrence, qui est bien en mode preview
et qui me permet donc de lancer euh, à l'intérieur de mon process, donc de récupérer des assets, par exemple en amont, de faire différentes actions, ça pourrait être sur des interfaces web, peu importe la méthode, et ensuite d'appeler l'agent, de récupérer la sortie de l'agent, faire des manipulations sur le résultat derrière. Voilà pour la partie démo de ce que je voulais montrer. C'est super intéressant. Entre-temps, on a eu pas mal de questions dans le chat, ou même Yves et Olivier ont déjà répondu à pas mal d'entre elles. Donc, si vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on les reparcourt ou tout le monde a eu une réponse à leurs questions? Ben, je vais juste reparcourir avec vous. Je vois que Yves, tu as répondu déjà. Emine, tu m'avais posé la question. Donc oui, cette session est enregistrée et elle sera normalement publiée sur YouTube d'ici la fin de la semaine. Euh, alors je vois que Yacine, pareil, tu avais une question. Si je comprends bien, aujourd'hui, l'agent Builder est un outil 100% no code. Oumaima vous a répondu. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu de réponse à sa question? Là, je vois que tout le monde en a eu normalement. Alors, Si tu... on a la question de Joachim qui demande si les agents ont la possibilité d'interagir avec des IHM, donc avec l'interface. Les agents seuls ne peuvent pas interagir ou faire des clics avec l'interface. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de la RPA, des workflows RPA pour répondre à ce besoin. Et après, ce qui est intéressant en complément sur cette partie agent et notamment euh, interface et être humain, c'est la plateforme Maestro qui permet vraiment d'orchestrer et de synchroniser l'être humain, le process et l'agent. Donc c'est vraiment cette partie-là d'orchestration qui se fait via la plateforme et via le composant Maestro. Donc, je vois qu'il y a une question qui n'a pas été répondue et on a une nouvelle de Joachim. Joachim, tu veux bien la poser directement? Bonjour à tous. Oui, pas de problème. Ok, donc je comprends que ce sont des agents qu'on peut greffer dans les workflows iPaaS, dans les RPA classiques. Donc ça nous donne possiblement, en fonction des entrants et des sortants, les possibilités de déclencher des actions sur des IHM ou des appels API ou des choses. Donc, moi, j'essaye, hein, c'est plus partager une réflexion. De ce que j'ai entendu là sur la présentation, iPaaS, j'ai pas l'impression qu'ils utilisent le terme de large action model là, mais c'est peut-être un peu tôt. Et du coup, ma question, enfin l'idée, c'est savoir si j'ai bien compris ou pas, mais c'est peut-être un peu tôt. C'est est-ce que demain, du coup, j'ai un assistant qui est sur mon poste perso ou privé, ou que sais-je, et je pourrais lui demander oralement, prends-moi un billet d'avion avec telle compagnie, tel jour, autour de telle heure, et il pourrait déclencher les actions pour me prendre le billet. Est-ce que c'est ça la cible, quelque chose comme ça, cette techno-là, ou je me plante dans ma compréhension de... C'est peut-être un peu tôt pour arriver à ça, mais Ouais, pour moi, c'est un peu ça ouais, l'idée dans le futur, ouais, c'est effectivement, ça. c'est d'automatiser un maximum de choses à partir de quelques données d'entrant et c'est lui qui se débrouille, entre guillemets, par rapport aux données qu'on lui a données. Et par contre, c'est ce que je disais, c'est attention, c'est vraiment la partie prompt qui va être primordiale pour être sûr que les actions correspondent à ce qui est attendu. Oui, évidemment. Mm. Et Merci. sur quoi on va l'entraîner aussi, je crois que c'est assez important de le mentionner. Oui, Et parce qu'on voilà, parle de contexte grounding, on peut exactement. lui donner des documents de réglementation, par exemple, qui contiennent des règles de confidentialité, de sécurité. Ici, dans ton exemple, Joachim, par exemple, on peut demander à l'agent d'aller chercher les bonnes destinations avec les conditions qu'on donne et après, on peut appeler un autre processus qui fait vraiment l'enregistrement. Il prend le billet, mais
on appelle un processus RPA classique qui va faire le paiement, par exemple. Parce qu'on ne va pas donner des données comme des cartes bancaires ou des données très sécurisées à un agent pour qu'il fasse l'action. Donc, on peut donner la main de faire des actions en particulier, puis appeler des automatisations. Et dans ce cas-là, qu'on voit l'importance de l'orchestration et comment on doit orchestrer les agents humains et nos processus. Donc, on aura besoin toujours de la RPA pour répondre aux personnes qui ont dit que la RPA va disparaître, parce qu'on doit avoir plusieurs cas qu'on ne peut pas laisser l'agent prendre ou faire des actions en particulier dans différents domaines, comme le domaine bancaire, assurance, etc. Je crois que dans le chat aussi, ils ont mentionné du coup autopilote pour tout le monde. Donc, Oui, il oui, y a oui. il y a beaucoup de similitudes à ce que cherche à faire Joachim avec ce qui est déjà offert par Oui, pour Autopilot. Autopilot, oui, c'est Exactement. fait un chat, tu peux interagir avec et ouais, c'est plutôt Autopilot for Everyone qui répond aussi. Et on peut appeler des agents à travers Autopilot for Everyone et appeler des automatisations, donc des customs ou des automatisations qui sont proposées par UiPath et bien évidemment les agents. Donc, on va Alors, pour avoir interaction entre Autopilot for Everyone et les agents. créer un pont entre les deux, en fait. Oui. Donc, une sorte de jointure qui nous permettra d'avoir un petit peu plus de flexibilité. Alors, je vois aussi qu'il y a une autre question qui n'a pas été répondue. Merci pour C'est vos retours. avec plaisir. Merci à toi pour la question, Joachim. La question que j'ai, c'est quand plutôt utiliser l'agent ou plutôt l'IA générative directement dans nos processus. Alors, je crois que je vais peut-être laisser Clarisse et Amira. Moi, j'ai une idée, mais je préfère avoir vos réponses. C'est un peu le grand débat, moi je l'ai aussi en interne. Ouais, c'est de voir quelle est la meilleure des solutions pour répondre à un besoin en fait. Parce qu'effectivement, en fonction du cas d'usage, la question peut se poser. Après, c'est la force du IPA, c'est de pouvoir, ce qu'on disait, de mélanger, de pouvoir appeler des process et tout, alors que avec un modèle tout seul, c'est pas c'est pas tout à fait la même chose. Et Mira, si tu veux compléter. Alors oui, pour répondre à la question de Amine, pour l'instant, non, ce n'est pas possible d'utiliser des modèles personnalisés. Pour l'instant, on doit euh, rester sur les modèles qui sont proposés et que Clarisse, je pense, a parcouru lors de la présentation. Mais je pense que ça peut être une bonne perspective d'avenir. D'utiliser ses propres modèles, ça peut être très cool, je pense. Je crois que ça va être un petit peu le but par la suite. Parce que comme ça, tous les... comment dire? La société pourra créer son propre LLM qu'elle pourra réutiliser directement par la suite dans leurs agents. C'est un petit peu le monde idéal où on va avoir nos propres modèles afin de pouvoir toujours avoir quelque chose qui est contextualisé à ce que l'on cherche. Juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, la question autour de l'IA générative et une combinaison de l'IA générative avec un robot. Alors là, on va toujours être limité aux règles de gestion imposées par le processus que vous avez développé, pardon, alors qu'un agent peut avoir, je veux dire, plus de flexibilité et plus d'intelligence dans le sens où il pourra être en mesure de mimiquer la prise de décision que the human in the loop aurait. Donc en gros, la personne, par la suite, elle pourra bien évidemment valider ou pas le choix de l'agent, mais ça va être un choix basé sur une base de connaissances, alors que la prise de décision, si on implique de l'IA générative, si on met par exemple ChatGPT ou Claude, là, on va avoir une décision qui n'est pas, on va dire, taillée à ce que l'on veut, pour être assez général. Mais je crois que il faut toujours avoir quelque chose de précis et utiliser les outils pour ce que ça a été fait. Donc, RPA pour des règles de gestion claires et nettes et pour ne pas avoir de surprise, bien évidemment, lors de l'exécution. Alors que les autres, ça va être une prise de décision qui serait basée sur un cerveau ou une mémoire sur lequel nous, on l'aurait entraîné. J'ai une autre question. Euh, mais vous aussi, Claude, au lieu de ChatGPT. C'était une question, iRobot?
Oui, je pense GPT-4 et Anthropic, oui. Donc, on utilise Anthropic avec GPT-4. Je pense qu'il veut dire les modèles Ah, ok. que Agent utilise comme LLM. Donc, D'accord. pour Autopilot, par exemple, on utilise Anthropic, Azure, OpenAI et Gemini. Et, Enfin, c'est des features qu'on pourrait ajouter au fur et à mesure. Pas qu'on n'a pas encore assez vu que ça n'a pas touché les arguments d'entrée sans objectif string. Ok. Ouais, c'est ça, ça rejoint une question qu'il y avait sur Ouais, quelles sont je pensais les que c'était données quelque chose. d'entrée qu'on peut mettre en entrée. Et à l'heure actuelle, c'est restreint. Il n'y a pas tous les formats de toutes les données qui existent qui sont utilisables en entrée. Et effectivement, la partie fichier, pour l'instant, non, c'est plutôt du type de texte qu'on peut mettre en entrée. Mais j'espère effectivement que cette partie de fichier va arriver. Parce qu'effectivement, c'est peut-être là que ça va être le plus intéressant en termes de cas d'usage en tout cas. Donc, on attend juste une release et ça va arriver. Ouais. Ouais, juste pour répondre aux questions des modèles, je peux faire une capture d'écran. C'est différentes versions de GPT-4 et Anthropic by Claude. Donc, c'est les deux modèles Mm. qui sont utilisés comme LLM pour le Agent et Path Agents. Et pour Autopilot, on n'a pas GPT-4, c'est Anthropic, Azure et Gemini. Je vais vous mettre en capture d'écran. Je crois est-ce qu'on a encore l'accès au sondage? Si on fait un moteur efficace, guide, le document. On a une autre question, si on a un moteur efficace, Quid, de document understanding. Euh, C'est pour toi, je crois. C'est là un moteur efficace, quick, document understanding. Je pense, avec les agents, je ne sais pas si Clarisse ou Amira vous avez testé, mais on ne peut pas faire. On peut lire des documents, mais non, en utilisant les storage buckets. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais via Autopilot for Everyone, par exemple, on peut faire du drag and drop, on peut importer des documents. Et bien évidemment, Autopilot for Everyone utilise document capabilities de document understanding pour soit interpréter le document et extraire les champs nécessaires. Et pour les agents, si on a des données, on peut les mettre dans storage bucket et puis on utilise le contexte grounding pour bien bénéficier et extraire des informations à travers ces PDF. Mais si tu as Et besoin après, de... Oui, oui, vas-y, Clarisse. Oui. après, pour moi, la partie document understanding, il y a toute la partie apprentissage. Dire voilà, j'ai un modèle, j'ai un type de document, mais j'ai 50 modèles. Et toute cette partie-là, pour moi, même avec un modèle, elle serait plus compliquée. Là, UPass met déjà à disposition des modèles. Pour moi, à date, ouais, Document Understanding a encore un intérêt sur cette partie apprentissage. Après, avoir effectivement avec les modèles, voir comment ça avance dans le futur. Pour moi, c'est deux usages complémentaires. Je crois qu'on arrive à la fin de notre présentation. Alors, moi, nous avons lancé un petit sondage au début. Je ne sais pas si tout le monde a répondu. Alors, j'ai eu 100% participé. La question était tout simplement, as-tu déjà utilisé l'agentic automation? Nous avons une majorité de noms qui se positionnent à 69%, soit 11 candidats sur les 16 qui ont répondu. Et après, nous avons oui pour 5 d'entre vous. Moi, la question que je voudrais vous poser, du coup, pour les 5 qui ont dit oui, quels étaient les use cases que vous avez utilisés? Et pour ceux qui ont dit non, c'est comment imaginerez-vous utiliser du coup l'agentic AI dans le futur? Bien évidemment, vous pouvez soit enfin, brancher votre micro, soit vous pouvez laisser un commentaire directement, comme ça on en parle sur les 3 dernières minutes qui nous restent.
Pourquoi commander des billets d'avion? Joachim. En vrai, oui, c'est pratique. C'est en fonction de la décision. Est-ce que les prix des billets sont assez intéressants ou pas, quoi. Il reste quand même une règle de Euh, gestion à mettre en place. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, Alors oui. voilà, nous on a mis en place un cas en fait qui utilise ça pour gérer un service de support client. Et en fait, l'Agenti qui va aider à choisir quel processus il va lancer par rapport à ce que le client il demande en langage naturel à travers un mail. Voilà. Donc Ah, il du coup, interprète la demande et puis ensuite il va lancer le processus adéquat et en fait entre deux aussi vérifier si toutes les données nécessaires pour lancer le processus elles sont là, sinon revenir vers le client pour lui demander ça. suite. Je vois qu'au moins, il a été très rapide sur sa réponse. Un modèle déjà utilisé par UiPath. T'as balancé Joachim. Ben, Pour moi, je cherche actuellement, ouais, ça me donne l'idée de chercher comment planifier un séjour. Et c'était parmi les cas d'utilisation qu'ils ont commencé à parler depuis UiPath Forward. Donc, un agent qui cherche pour toi un billet d'avion, une recommandation d'hôtel, et il te fait les bonnes propositions et tu donnes même le seuil, un budget en particulier, et il te fait la planification de tout le séjour. Moi, c'est mon rêve, donc je galère à chaque fois. Et oui, oui, je te présente Joachim. Il a déjà une solution en tête. d'accord. Ben, c'est bien. Mise en contact entre Joachim et Oumaï. Après, j'ai une autre idée de chez Yves. Structurer le contenu de documents non structurés. Une fois de plus, je crois que c'est une question pour toi, ça. Moi, je pense que c'est dans un use case, non? C'est un use case? Je pense, peut-être. Mais Ah, oui, oui, on peut le faire. Bonne idée dans tous les cas, si c'est un use case. Oui, structuré, le contenu, le document non structuré. et je crois qu'il y a même une autre Ouais. réponse slash question de chez Olivier avec IXP. Ouais, et Olivier veut savoir s'il y a des personnes qui ont commencé à utiliser IXP Hollande. Donc, il est curieux. Après, nous Bon, avons c'est deux Yves use qui va cases répondre. de chez iRobot. Les invoices et changer une image d'une personne à un animé. C'est pour cela que j'étais quoi? Ah, j'ai un petit message qui s'affiche en parallèle. J'étais capable de répondre qu'un document n'est pas possible de le passer comme un input. Oh, sweet. C'est pas mal ça. Tu veux nous en parler, iRobot? Enfin, je suppose que tu t'appelles pas iRobot, mais je pense ça pour un nom. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres use cases à Euh, partager? Pardon? il n'a pas de micro. Il va me le dire. Ah ouais? Il y en a un qui dit non merci, l'autre j'ai pas trop, j'ai pas de. Il ne peut pas nous parler, hein. En tout cas, moi je vous remercie énormément pour votre participation, pour l'échange que nous avons eu aujourd'hui. J'espère que ça a été insightful, parce que je trouve pas le mot en français. Fruitif? Non, fructif? Je sais pas. Constructif. Et je vous dis à bientôt dans un autre meet-up qu'on va organiser, je crois, dans pas longtemps. J'espère que ça va vous intéresser et je vous dis à bientôt. Et profitez du long week-end slash du mois de gruyère de mai. Au revoir. Merci à Merci à tous. tous encore. À bientôt. Salut. Euh,